Au Togo, un mois après les manifestations réclamant la modification des articles 52, 59 et 60 de la Constitution, la contestation ne faiblit pas. Tikpi Achadam, le leader du PNP, semble avoir allié à sa cause de nombreux déçus du système. Christian Trimois, bonjour. Bonjour. Le caractère inédit de la crise togolaise, c'est qu'elle est partie du nord, région réputée être le fief du clan Gnassingbé. Avez-vous été surpris par l'ampleur et la violence de ces manifestations? Je vous remercie. On a été surpris surtout par la violence de ces manifestations, parce que depuis un certain temps, l'opposition traditionnelle a organisé des manifestations qui étaient plutôt pacifiques. Et depuis le 19 août, le ton a changé, les méthodes ont changé, avec probablement en arrière-plan l'idée de choquer l'opinion en faisant des blessés et des morts. Et c'est cette nouvelle dimension dans les manifestations publiques qui est véritablement inédite au Togo. Alors, du coup, on a le sentiment que le pouvoir est peut-être tenté de reconnaître qu'il était mieux d'avoir en face de lui des opposants comme Gilles-Chris Olympio ou Jean-Pierre Favre, parce qu'à leur époque, comme vous le disiez, les manifestations étaient pacifiques. En réalité, on ne choisit pas ses opposants. Et donc, qu'ils On les viennent, subit parfois. la plupart du temps en général. Mais je pense surtout que la dimension actuelle qui est intégrée, notamment par le PNP de M. Achadam, est une dimension qui est en rapport évident avec le sommet Israël-Afrique. Il y a une dimension véritablement antisémite qui était prévue là-dessus, auquel se double en réalité une démarche ethnique. Et c'est cette composante que l'opposition traditionnelle n'avait pas et qu'elle a subi, elle. Ce que vous aviez dit au début, qu'il a rallié les déçus du système, il a plutôt rallié un certain nombre de déçus de l'opposition traditionnelle. Qui, selon vous, aujourd'hui, incarne l'opposition togolaise? Mais de fait, idéologiquement, si on voit les retournements de situation, ça doit être ceux qui prônent l'impasse. Mais il y a un véritable enjeu sur les prochaines élections législatives qui va être le futur chef de file de l'opposition. C'est en filigrane dans le débat qui se fait aujourd'hui. Il y a une génération qui est vieillissante, et puis il y a la génération des 50, 45, 50 ans qui monte, et tout ça fait partie de la difficulté togolaise aujourd'hui. Une alternance d'âge sur une alternance politique. Le pouvoir présente Tikpi Achadam comme un illuminé, un extrémiste religieux, mais on voit quand même qu'il draine derrière lui de nombreux Togolais. Mais probablement un certain nombre qui sont déçus des anciens partis d'opposition. Il n'a pas recruté dans la majorité au pouvoir. Il a recruté dans la... Mais même l'opposition traditionnelle s'est ralliée à lui. Ben absolument. Et c'est même d'ailleurs ce qui est un peu surprenant, parce que le chef de file de l'opposition, M. Jean-Pierre Fabre, est en train de se soumettre complètement à un nouveau venu sur la scène politique, simplement parce qu'il craint de voir son parti divisé et que des jeunes s'en aillent du côté du PNP. Et c'est un peu ça qui fait la nouvelle dimension, où on était parti sur la réclamation de réformes constitutionnelles, mais que finalement l'opposition traditionnelle est en train d'adhérer à un discours qui est celui du PNP. Qui est plus radical, selon vous? Qui est plus radical parce que l'ANC de Jean-Pierre Fabre a usé de la même méthode contre l'UFC de Gilles-Chris Olympio. Rappelez-vous, quand il y a eu la fameuse affaire des 9 députés et que l'UFC s'est scindé en deux parties, c'est un discours radical qui a permis à l'ANC d'emporter avec lui une part des militants. Et donc, il y a au sein de ce parti et des autres partis une frange radicale qui recherche un discours radical. Et si M. Achadam offre ce discours radical, bien évidemment, ils ont tendance à pouvoir aller là. Pour ne pas perdre cette frange de leurs militants, les partis d'opposition, finalement, se sont ralliés au discours. Et c'est ce qui donne la cacophonie qu'on voit aujourd'hui dans les demandes. Après avoir marché pendant des années pour réclamer les réformes, au moment où ils se tiennent les réformes, ils changent de nouvelles demandes. Et ce qui fait qu'en fait, on a un problème de lisibilité. Mais les réformes demandées sur les articles 52, 59 et 60 n'ont toujours pas été faites. Elles ont été adoptées à l'absence de l'opposition qui, comme d'habitude, a fait la politique de la chaise vide à l'Assemblée nationale au moment de discuter de ce texte. Et là, aux 2 tiers, on n'a plus que l'option du référendum pour pouvoir le confirmer. Et il me semble qu'à partir du moment où les uns et les autres se réclament du peuple et que chacun s'exprime au nom du peuple, il vaut mieux tendre la main au peuple, lui donner le micro au peuple et l'interroger et que le peuple s'exprime par rapport à cette demande de réforme. Mais dans une Afrique de l'Ouest qui est souvent citée comme modèle en matière d'alternance politique, est-ce que le Togo aujourd'hui ne fait pas office de mauvais élève, notamment quand on voit que l'article 60 qui réclame un scrutin à 2 tours n'est toujours pas appliqué?
Non, le Togo ne fait pas office de mauvais élève. Le Togo a eu son parcours politique, il a eu une histoire politique. Le Togo est quand même le seul pays qui a fait 15 ans de crise et de rupture de coopération, qui a connu des moments très difficiles. Et par rapport aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest avec lesquels on a tendance à le comparer, il y a une histoire qui s'écrit progressivement. Vous savez, à la sortie de la crise en 2007, la priorité c'était de relever économiquement le pays. Et ensuite, il y a eu cet accord politique de 2006 où, malheureusement, chacun des acteurs n'a pas joué le jeu comme il se devait pour pouvoir Quand vous arriver dites à... chacun des acteurs, c'est-à-dire aussi bien le pouvoir que l'opposition. Absolument, mais surtout Parce que du côté de mutuellement, ils l'opposition. s'accusent de n'avoir pas respecté cet accord global politique. Oui, le discours aujourd'hui tend à dire que pendant 11 années, c'est le pouvoir qui a fait blocage. Mais vous conviendrez avec moi que c'est absurde. Parce que précisément, le premier qui a refusé de rentrer dans un gouvernement d'union nationale, c'était l'UFC de l'époque. Le second qui a refusé la recomposition des institutions et qui a vidé la salle lorsqu'on devait recomposer la Cour constitutionnelle, c'était l'ANC de Jean-Pierre Fabre. Et celui qui a contesté la recomposition de la Haute Autorité de l'audiovisuel, c'est encore le parti de Jean-Pierre Fabre. Il me semble qu'après 2 tentatives de révision en 2014, sur initiative du gouvernement d'abord, puis une proposition de loi auquel eux-mêmes... Mais en 2014, même la majorité parlementaire avait rejeté oui, mais cette révision. précisément sur le même débat que nous avons jusqu'aujourd'hui. C'est celui de la date d'effet de la réforme qui va être faite. L'opposition tient le discours de dire que cette date d'effet est rétroactive et qu'elle exclurait le chef de l'État en exercice actuel, et la majorité estime qu'on ne peut pas exclure aucun Togolais des réformes qui viennent. Et les réformes ne peuvent pas viser un individu. Il me semble qu'être candidat et gagner les élections, il y a 2 temps différents. Et on a du mal à comprendre ce discours-là, qui voudrait dire qu'il faut absolument que M. Faure Gnassingbé ne puisse pas être candidat aux élections qui viennent si les réformes étaient adoptées. C'est la raison qui a fait qu'en 2014, ça a été la première proposition à échouer. La seconde proposition, qui, elle, est intervenue par le biais de l'opposition, qui a repris quasiment le test, a été bloquée par l'opposition elle-même. Dès le début des travaux, le vice-président de la commission des lois constitutionnelles, qui est membre de l'ANC, a soulevé l'incompétence de la commission. La question, c'est quel est l'intérêt de l'opposition, le parti d'opposition avait à faire obstacle à l'adoption d'une réforme qu'ils réclament eux-mêmes. Et vous avez vu encore aujourd'hui, au moment où cette réforme a été encore accordée, qu'elle devait être discutée en commission et puis en plénière, ils ont encore fait la politique de la chaise vide. Quel est le discours? Est-ce qu'on veut ou on ne veut pas? Si on ne veut pas, alors il faut le dire clairement. Quelle sortie de crise le pouvoir envisage-t-il? Il me semble qu'aujourd'hui, nous n'avons pas 36 000 solutions. Le test qui a été soumis par le gouvernement a été adopté aux 2/3 et la Constitution togolaise dit que lorsqu'une réforme n'a pas été adoptée au 4/5 de l'Assemblée nationale, si elle est adoptée aux 2/3, il faut absolument et automatiquement un référendum. Et là, aujourd'hui, on va vers l'organisation d'un référendum, c'est-à-dire interroger directement le peuple togolais sur ce qu'il souhaite lui-même. Les dates sont arrêtées? Pour l'instant, non. Pas encore, mais le gouvernement travaille à cela. Il faut tout un processus, remettre la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, en place, permettre qu'elle puisse fonctionner, parce que n'oubliez pas que dans le budget 2017, ce référendum n'était pas prévu. Et donc, il faut réorganiser complètement cela. Nous avions 2 échéances électorales pour 2018, les élections législatives et les élections locales à venir. Et donc, il y a une 3e élection qui se rajoute. Il faut laisser le temps au gouvernement de s'organiser et d'organiser ces 3 consultations électorales. Mais est-ce que ce pourrissement n'est pas défavorable au pouvoir? Plus il tardera à mettre en place les réformes, Ah plus non, il le sera gouvernement est à pied fragilisé. d'œuvre. Le gouvernement est à pied d'œuvre pour mettre en place les réformes très rapidement. Et surtout que la majorité parlementaire, le Parlement l'a adopté aux 2/3. Il ne peut pas tergiverser puisque l'article 144 dit qu'une fois que le test est adopté aux 2/3, le référendum est automatique et obligatoire. Mais il faut absolument un référendum avant fin 2017. Absolument. Absolument, il faut organiser un référendum le plus tôt possible. La seule différence, c'est que le texte constitutionnel ne prévoit pas le délai dans lequel ce référendum doit être organisé. Mais pour le gouvernement, il est impératif de le faire très vite, pour la simple raison que nous avons une élection législative qui va suivre en 2018, et il faut bien que la réforme passe pour que cette élection puisse également se tenir. Alors, qui pour conduire une médiation entre le pouvoir et l'opposition? Aujourd'hui, le secrétaire général de la CEDEAO joue un peu les messieurs bons offices, mais ça ne semble pas porter de fruits. Qui aujourd'hui pourrait jouer le rôle qu'avait joué en son temps, en 2006, lors de l'accord politique global, Blaise Compaoré? Oh, il me semble que la CEDEAO est suffisamment outillée.
dans ce domaine. Elle a une expertise, elle a une expérience sur ces questions. On l'a vu intervenir dans une série de pays avec grand succès. Il me semble que la démarche qui est engagée aujourd'hui par le président de la commission de la CEDEAO est une démarche qui, à mon avis, peut avoir du succès. Maintenant, le problème au Togo, ce n'est pas tant la question de celui qui intervient, c'est la bonne foi des acteurs togolais eux-mêmes. Est-ce qu'ils le veulent? Est-ce qu'ils le souhaitent? Ils ont commencé à décrier à la fois le président de la commission de la CEDEAO, à décrier les représentants des Nations Unies, à décrier toutes les organisations internationales. L'OIF vient de faire également l'objet de tirs croisés de l'opposition sur ces questions. Je me demande si l'opposition veut vraiment que nos amis puissent nous aider à franchir le cap de cette situation. Mon sentiment, c'est qu'en réalité, avec le discours d'Achadam, l'opposition cherche simplement un enlisement de la situation, de sorte à créer une sorte d'ingouvernabilité du pays. Et pour entraîner, il faut dire les choses très clairement, un coup d'État. Un coup d'État. Mais le Togo est bien gouverné et je pense que ce risque est très minoré à mon avis. Mais quand vous entendez les commentaires qu'ont fait les anciens présidents du Nigeria et du Ghana, Obasanjo et Rawlings, qui soutiennent, qui comprennent ces manifestants, qu'est-ce que vous dites? Et vous savez, aujourd'hui, Madame Epoté, dans ma génération, il y a des principes qui ne se discutent pas. La question de l'alternance est une évidence. Mais ce n'est pas une alternance décrétée qui doit se faire. En démocratie, la seule condition de l'alternance, ce sont les élections. Et il faut les faire de façon convenable, acceptée par tous. Il me semble qu'on ne peut pas demander à un chef d'État qui a été élu il y a 2 ans et demi à peu près, qui est en cours de mandat, qui doit s'achever encore dans un certain temps, de démissionner en plein mandat. Je crois que c'est une question qui pose de sérieuses interrogations sur l'intention de ceux qui soutiennent cette idée-là. Christian Trémois, merci. C'est moi qui vous remercie.